Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Quand tu regardes le monde de la fiction, les films, les séries télé, les romans, mais quand il y a des DRH, c'est rarement quelqu'un d'extrêmement sympathique. J'ai employé une expression qu'employait Jean-Luc Godard. Il y a un déficit de romanesque dans la fonction ressources humaines. Et c'est pas fun, quoi. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de 8 épisodes avec Philippe Gabillier. Si vous ne le connaissez pas, vous ratez quelque chose. Philippe Gabillier a toujours donné envie aux autres d'être plus heureux. Il a eu envie de les convaincre du bonheur qu'il y a à prendre sa vie en main. C'est pour ça que l'universitaire des débuts devint tour à tour consultant, cadre d'entreprise, auteur, coach de vie, chercheur en développement personnel, professeur de psychologie, puis un jour, conférencier professionnel spécialiste de l'optimisme, de la chance et des changements bénéfiques et de la réussite heureuse. Je vous invite à le découvrir à travers ces 8 épisodes. Vous allez rencontrer quelqu'un de merveilleux, de passionnant et qui peut changer votre regard sur votre vie. Sur ce tout premier épisode, nous allons croiser nos regards sur la fonction toute particulière du DRH. Je vous souhaite une très belle écoute de ce premier épisode avec Philippe Gabillier. Merci Philippe Gabillier, je suis ravie et vraiment j'ai beaucoup de chance de pouvoir t'interviewer pour ce podcast Valeurs agitées. Pour rappel à nos auditeurs, donc tu es professeur associé de management à l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, docteur en sciences de gestion et diplômé de Sciences Po Bordeaux, ce que j'ai découvert en... Tout à fait. On commence à dater un peu, mais c'était bien ça. Co-fondateur et porte-parole de la Ligue des optimistes de France, donc j'espère que tu vas nous en parler pendant ce podcast. Vice-président également fondateur de l'AFAS, donc l'Académie francophone des auteurs et conférenciers en entreprise. Et plus que tout, j'allais dire, auteur et conférencier inspirateur, donc auteur de plusieurs ouvrages majeurs sur la psychologie de la motivation, le management, les stratégies d'anticipation. Et donc tu es notamment auteur de l'éloge de la chance, l'éloge de l'audace et l'éloge de l'optimisme que tu as publié dès 2010. Donc sur ce podcast, je te propose que nous nous intéressions à la question « Comment les optimistes peuvent-ils changer le monde et notamment l'entreprise ?» Pour démarrer, je te propose une toute première question. Quand je te dis « valeur agitée », à quoi tu penses ? Moi, quand on me dit valeur agitée, je pense à toute valeur qui peut être créée par du mouvement. L'idée étant que c'est la mise en mouvement qui va créer de la valeur, ce qui est une idée d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qu'on appelle la psychologie des opportunités. On dit, moi je sais que dans toutes les approches, par exemple sur les gens qui ont beaucoup de chance de façon récurrente, on se rend compte que plus un individu va être dans sa vie en mouvement, c'est-à-dire qu'il ou elle se déplace, va d'un domaine à un autre, il passe d'un réseau d'amis à un autre réseau d'amis, d'un territoire à un autre territoire. Alors, simplement, la notion d'agitation pourrait donner l'idée d'un mouvement désordonné. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois, quand tu fais un cocktail, à un moment donné, tu l'agites, ton shaker, mais tu sais parfaitement, alors tu ne sais pas exactement ce qui va se passer à l'intérieur, mais tu agites ton shaker et tu sais bien que le résultat va être tout à fait délicieux. Donc, voilà, l'agitation, au sens psychologique du terme, n'est pas obligatoirement connotée négativement comme peut l'être l'agitation comportementale. Donc, une agitation peut être nécessaire pour enclencher un mouvement, par exemple. En fait, d'ailleurs, l'agitation va se définir sans doute en comparaison avec ceux qui ne s'agitent pas.
On est, dans le fond, dans un environnement de gens qui sont extrêmement dynamiques. On est un homme ou une femme dynamique parmi d'autres. Dans un environnement qui va être très plan-plan, très conservateur, très on bouge pas, celui ou celle qui se met à bouger, c'est lui l'agité tout d'un coup. Mais on est toujours l'agité de quelqu'un. Tu vois, il y a pas d'agitation en tant que telle. L'agitation, c'est de toute façon un mouvement perçu. C'est intéressant dans le concept d'agitation, c'est que c'est à la fois quelque chose qui renvoie à ce que je suis, hein, par quelqu'un qui est un peu agité, quoi, bon. Mais ça peut aussi être qui renvoie à ce que je fais. C'est-à-dire que c'est la vraie question est de se dire, dans le fond, dans nos vies, on est probablement tous des agitateurs, j'espère quand même de quelque chose, mais pas de tout. Tu as des gens qui sont des agitateurs de conscience. Tu as des gens qui vont être des agitateurs de destin. Il va y avoir des agitateurs d'intelligence, par exemple. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un inspirateur? Ben, c'est un agitateur, effectivement, d'intelligence, quelqu'un qui va tout d'un coup secouer en moi quelque chose dont j'avais oublié l'existence. On pourrait dire que tu es un agitateur? Ah oui, 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 moi je suis un agitateur, incontestablement. D'ailleurs, l'ensemble, les structures, les quelques rares, très rares structures dans lesquelles j'ai travaillé, qui étaient des structures d'ordre, voilà, j'ai travaillé à une époque de ma vie dans des structures publiques, etc. J'étais pas du tout, du tout dans le. J'avais pas le genre de la maison, quoi. Hein, c'était clair. Et d'ailleurs, en toute honnêteté, j'y suis pas resté très, 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 très longtemps, ce qui était aussi bien et pour eux et pour moi. Je vois bien ce que tu veux dire. Et donc, toi, tu agites qui? En fait, moi, depuis, j'ai toujours eu deux cibles de prédilection. Moi, je suis prof, si tu veux. Quand tu es prof, tu as une première cible qui est les étudiants. Donc, des gens qui ont tous une caractéristique objective, c'est qu'ils sont, au départ, ils étaient un peu plus jeunes que moi, puis après, ils ont été carrément plus jeunes que moi. Et maintenant, ils sont bien plus jeunes que moi. Et d'ailleurs, à un moment ou à un autre, c'est moi qui finis par être beaucoup plus âgé qu'eux. Et là, agiter, en fait, c'est, dans le cas précis des sciences humaines dans des grandes écoles de management, l'agitation, elle renvoie aussi à l'attirance, à l'attraction. Quand tu rentres tu as fait un concours, tu vois, tu rentres dans une grande école de management, il n'y a pas d'effort particulier à faire pour susciter un intérêt pour la finance, pour le marketing, parce que les gens qui sont venus, ils savent pourquoi ils viennent, quoi, tu vois. Puis il y a des sujets qui sont autoporteurs. En ce moment, tu vois, le développement durable, la RSE, bon. Et puis il y a des sujets sur lesquels il va falloir faire preuve d'essayer d'agiter les neurones, quoi, pour donner envie aux gens d'y venir. C'est là où l'agitation va être importante. Tu vois, j'ose pas dire les ressources humaines, mais des fois aussi. On va devoir essayer d'agiter les esprits pour dire, attendez, regardez, il y a des trucs hyper intéressants. Et dans le fond, une bonne pédagogie est une pédagogie qui va agiter. C'est-à-dire que on en ressort un petit peu ébouriffé. Même si pour certains, moi par exemple, c'est difficile de m'ébouriffer. Mais c'est autre chose, hein, c'est générationnel. Par exemple, tu parlais des ressources humaines. Quel regard ont tes étudiants par rapport à la fonction ressources humaines? En toute honnêteté, au début de leurs études ici, ils n'en ont pas, mais ce qui s'appelle pas du tout. Pour une raison très simple, ce qui n'était peut-être pas vrai il y a 25 ou 30 ans quand je suis arrivé, mais là maintenant, la plupart, ils n'ont jamais travaillé. Quand ils arrivent, ils n'ont jamais travaillé. Donc, ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut représenter. Ils ont une vague idée, ils ont un imaginaire autour de la finance, il y a un imaginaire autour du marketing, pourquoi pas, mais un imaginaire autour des ressources humaines, non, pas vraiment. Alors, en revanche, après, ceux qui ont commencé à travailler, puis tu vois, qui sont en troisième année, en apprentissage, qui ont déjà fait des stages, etc., de toute façon, les étudiants, leur contact avec les ressources humaines, c'est le plus souvent par rapport à des stages. Donc, eux, ils ont vraiment une image qui est une image relativement administrative, voire bureaucratique, des ressources humaines. La notion de développement des ressources humaines, on peut le comprendre d'ailleurs, hein, pour un jeune qui a 20, 25 ans, il sort d'école, non, on est dans une. Il sait qu'il fait partie du personnel, et il va être payé, il y aura des évaluations éventuellement à faire. Il n'y a pas une image chez les jeunes étudiants, il n'y a pas d'image particulière. On voit d'ailleurs la difficulté qu'on a quand on veut créer des options spécialisées en matière de RH. Bon, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce qu'ils voient pas, sauf quelques passionnés, que justement leur stage a fait qu'ils se sont passionnés pour ça. Alors d'ailleurs, ce sera rarement pour les ressources humaines en tant que telles, parce que les ressources humaines, c'est une abstraction totale. En revanche, il y a des éléments précis. Il y en a qui vont s'intéresser au recrutement.
Il y en a qui vont s'intéresser au talent, à la gestion des talents. Donc, tu vois, il y a des univers comme ça qui renvoient en fait à la fonction RH dans lesquels ils vont s'investir. Mais le management stratégique des ressources humaines, ça ne va intéresser qu'une petite minorité d'étudiants. Enfin, chez nous en tout cas. Et comment tu l'expliques? Parce que, au contraire, ça peut être très concret, c'est même, une fonction, stratégique et fondamentale dans une entreprise, qu'on voit partout. Enfin, derrière les projets, il y a des Ouais, hommes et des femmes. ouais, ouais. Alors, je vais employer une image qui est un peu. Quand tu regardes le monde de la fiction, les films, les séries télé, les romans, et tu as des personnages d'entreprise qui apparaissent, des personnages forts qui soient antipathiques ou bon. Il y a souvent des directeurs financiers, souvent des marketeurs, de temps en temps des commerciaux, mais quand il y a des DRH, quand il y en a, c'est rarement quelqu'un d'extrêmement sympathique. La caractéristique du responsable des ressources humaines, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? J'ai employé une expression qu'employait Jean-Luc Godard. Il y a un déficit de romanesque dans la fonction ressources humaines. C'est une fonction effectivement administrative, de gestion, littéralement, et au sens très noble de ce terme, mais c'est pas fun, quoi. C'est pas fun a priori. C'est pas fun a priori. Donc, je te dis, ceux qui veulent d'ailleurs venir au RH, c'est parce que généralement, il y a un projet aussi professionnel parfois qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ils se sont retrouvés en école de management alors qu'ils voulaient faire de la psycho ou des sciences humaines ou ça. Et on se dit, dans le fond, l'univers qui va le plus me permettre de rester proche de ces éléments humains qui m'intéressent, c'est probablement les ressources humaines. Et ces profils-là, c'est rarement la gestion qui les intéresse. Et ce qui pose problème d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ils vont découvrir que les RH, c'est aussi de la gestion. Il y a de l'organisation, il y a de la prévision, il y a le respect d'un certain nombre de processus. Voilà, donc on va dire que le fun, quand même, va être challengé par le réel dans cette affaire-là. Alors effectivement, on est à la fois sur, de la stratégie globale, mais aussi sur de la résolution de problématiques, individuelles. On peut être sur de la gestion de projet, comme, la, gestion de conflits, par exemple. Enfin, c'est extrêmement varié. Moi, j'ai trouvé ça fun. Peut-être que, je sais pas, c'est une question que je te pose, peut-être que c'est aussi, l'idée qu'on se fait de la fonction RH qui se doit d'être un peu en distance par rapport aux salariés pour, j'allais dire, ne pas dire oui à toutes les demandes. Oui, et puis il y a probablement, alors je simplifie beaucoup, hein, des experts en ressources humaines me sauteraient à la gorge, mais il y a quand même, il me semble, trois façons au quotidien de vivre la fonction ressources humaines dans la réalité. Tu vas avoir, essentiellement en PME d'ailleurs, hein, ou en ETI, des gens qui continuent à faire de la gestion du personnel, voilà, avec tout ce qu'on connaît, la rémunération, la gestion des carrières, les retraites, machin, etc. Après, tu vas avoir une deuxième catégorie d'expérience, plus intello, c'est les gens qui vont faire du développement RH. Et le développement RH, il y a de tout là-dedans, hein, ça, la formation, la gestion dynamique des carrières, le coaching des gens, les matchs. Bon. Et puis, il y a ceux qui vont faire des relations sociales. Et là, dans les relations sociales, il y a encore deux sous-catégories. Il y a ceux qui aiment ça et il y a ceux pour qui c'est un calvaire. Mais il est clair que les fondus de relations sociales, ils s'éclatent totalement. Se friter avec des partenaires sociaux, il y aurait transformer le CSE en un espace de jeu d'échecs, si tu veux, ou de jeu de donjons et dragons, ça les passionne. Voilà. Mais encore une fois, ce sont des réalités vécues tout à fait différentes. Et par exemple, une chose est certaine, les étudiants ici, autant, parce que les cours sont comme ça, ils comprennent très rapidement ce qu'est la partie gestion du personnel. Développement RH, ils vont piger, mais sauf ceux qui sont juristes au départ, hein, la notion de relation sociale, par exemple, il y en a, ils mettent un certain temps à élaborer que ça fait partie du métier aussi. Et même que ça peut être un métier en tant que tel. C'est-à-dire que tu peux être un grand expert des relations sociales qui n'a jamais, en fait, géré véritablement les ressources humaines d'une entreprise, quoi. Tu es le ou la professionnel des relations sociales. Et la fonction, relations sociales, elle peut être au service du développement et de la gestion d'ailleurs. Quand on est des RH, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout voir. Et c'est vrai que le rôle aussi des représentants du personnel et des délégués syndicaux, c'est de pouvoir aussi remonter les dysfonctionnements qui peuvent exister et qui sont parfois avérés. Et du coup, la posture du DRH à l'égard des remontées des signaux faibles, elle est effectivement déterminante. Soit on se dit, ils essayent
de me chercher des noix, soit on se dit peut-être qu'il y a des choses qu'ils disent qui sont intéressantes et que j'ai peut-être intérêt à intégrer dans ma politique de qualité de vie au travail, par exemple. Et tout à fait. Mais moi, si tu veux, je ne peux voir ça que de l'extérieur. Parce que moi, n'ayant jamais été DRH moi-même, mais étant, comme je dis à mes amis DRH, j'en ai beaucoup, étant le pur produit des DRH friendly, donc c'est une fonction que j'aime énormément. Moi, il y a 2 fonctions d'entreprise que j'ai vraiment approchées de près à travers mes activités professionnelles. Au début de ma carrière, la fonction commerciale et vente, parce que je travaillais là-dedans, et après, la fonction RH. Alors qu'à côté de ça, tu vois, la fonction gestion pure, finance, la fonction production, je ne les connais pas. J'allais presque dire que l'image que j'ai des DRH, c'est une image qui est déclarative, hein, comme dans les études qualitatives, c'est ce qu'ils me disent. Et donc, comme sont mes amis, je les crois. Je me rends compte que le monde des ressources humaines, c'est un monde de gestion aussi comme les autres, à savoir, il y a aussi tout un tas de discours de justification des pratiques qui sont là. En plus, le DRH est un acteur social de par la nature même de son champ d'action, qui est parfois pris entre l'enclume et le marteau. Voilà, il est bien clair que les DRH, pas tous, pas toujours, sont quand même tiraillés par un certain nombre de choses. Voici la fin de notre premier épisode avec Philippe Gabilliet. Nous avons pu croiser nos regards sur la fonction de DRH et je vous propose à présent d'écouter le 2e épisode où nous allons croiser nos regards sur l'évolution du monde du travail. À tout de suite! Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.